À peine rentré du tribunal après mon divorce, ma belle-mère m'interdit l'accès à sa maison. Je lui réponds alors que non seulement la maison est déjà vendue, mais que j'ai également mis fin à son contrat de directrice. À peine rentré du tribunal après mon divorce, Madame Dubois m'a barré la porte et m'a interdit de mettre les pieds chez elle. Alors qu'elle me criait de déguerpir, je lui ai répondu avec un calme parfait que j'avais déjà vendu cette maison et que son licenciement en tant que directrice était également signé de ma main. L'audience du tribunal venait de se terminer, il était presque 11 heures du matin. Je suis sorti du tribunal, la décision de divorce encore en main. Il faisait soleil, mais pas trop fort. Les gens se pressaient, comme n'importe quel autre jour à Paris. Personne ne savait que quelques minutes auparavant, un mariage de 8 ans venait officiellement de prendre fin. Je suis resté immobile sur les marches. J'ai respiré profondément. Il n'y avait pas de larmes, pas de sanglots, ni la douleur déchirante des premiers jours où j'ai découvert que j'avais épousé la mauvaise personne. Louis est sorti quelques mètres derrière moi, gardant sur son visage la même froideur que d'habitude. L'homme qui avait autrefois promis de me protéger toute ma vie me regardait maintenant comme une parfaite inconnue. À ses côtés se tenait sa mère. Elle ajusta son sac de marque et me regarda avec une satisfaction évidente. Enfin, le divorce est prononcé. À partir d'aujourd'hui, ne réapparaissez plus devant ma famille, dit-elle. Je n'ai pas répondu. Le chauffeur avait déjà ouvert la portière de la voiture. Je suis monté et j'ai dit à voix basse, à la maison. La voiture a démarré. À travers la fenêtre, je voyais les arbres de l'avenue défiler. 8 ans. J'avais consacré 8 ans de ma jeunesse à essayer d'être une bonne belle-fille. Quand je me suis marié, je pensais que si j'étais sincère, Madame Dubois finirait par m'aimer, mais je me suis trompé. À ses yeux, je n'étais jamais assez bien. Si je cuisinais, elle disait que la nourriture manquait de sel. Si je nettoyais, elle disait qu'il restait de la poussière. Si j'arrivais en retard à cause d'heures supplémentaires, elle m'accusait de me soucier plus de l'argent que de prendre soin de mon mari. Quand j'ai demandé quelques jours de congé pour prendre soin de mes propres parents malades, elle m'a rétorqué qu'une fille mariée ne devait sa loyauté qu'à sa belle famille. Mais ce qui faisait le plus mal n'était pas ces mots. Ce qui faisait le plus mal était le silence constant de Louis. Il ne m'a jamais défendu une seule fois. Une fois, je lui ai demandé qui il sauverait si sa mère et moi tombions à l'eau. Il a ri et a répondu que j'étais déjà adulte et que je savais nager seul. À ce moment-là, j'ai aussi souri, mais depuis ce jour, j'ai su qu'une fissure s'était ouverte en moi. La voiture s'est arrêtée devant la porte du chalet à Saint-Germain-en-Laye, l'endroit que j'avais autrefois appelé ma maison et où je pensais vivre le reste de ma vie. De loin, j'ai vu que le portail était grand ouvert. Madame Dubois se tenait au milieu de l'allée, accompagnée de quelques membres de sa famille et de plusieurs voisins qui regardaient avec curiosité. Ils étaient arrivés avant moi. En me voyant descendre de la voiture, elle a croisé les bras et a élevé la voix pour que tout le monde l'entende, « Je vous interdis de mettre les pieds chez moi. » L'atmosphère est devenue un silence absolu. Les voisins me regardaient. Quelqu'un a murmuré que nous venions de divorcer et que je venais sûrement chercher mes affaires. Un autre a secoué la tête, commentant la cruauté de me jeter à la porte. Je suis resté calme. J'ai sorti ma petite valise de la voiture, la seule que j'avais emportée avec moi au tribunal ce matin-là. Madame Dubois a souri avec dédain, « J'ai déjà fait sortir toutes vos affaires. Les vieilles affaires, nous les avons laissées dans le débarras extérieur. Si vous voulez quelque chose, allez fouiller vous-même. » Je l'ai regardé avec une expression imperturbable. Mon ex-mari s'est alors avancé et a dit que puisque j'avais signé, nous ne devions pas rendre les choses plus difficiles. Prenez vos affaires et partez. Ne fâchez pas ma mère. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais dormi pendant 8 ans. C'était étrange. Il y a des gens pour qui, quand ils sont votre partenaire, vous cherchez toujours une vertu à aimer, mais quand le divorce arrive, vous vous rendez compte que vous ne vous souvenez absolument de rien de ce qui vous avait autrefois séduite. Madame Dubois a fait un pas en avant, élevant encore plus la voix, « Écoutez bien, cette maison ne vous est pas la bienvenue. Si vous osez y remettre le nez, j'appelle la police. » Elle a prononcé ce dernier mot avec beaucoup de force. Certains voisins ont froncé les sourcils. Un vieil homme a fait mine d'intervenir, mais s'est finalement retenu. Je me suis penché, j'ai saisi ma valise et j'ai fait quelques pas vers le portail. Madame Dubois a pensé que je partais et a esquissé un sourire triomphal.
Elle s'est tournée vers les personnes présentes et leur a dit, « Vous voyez, ce genre de femme ne mérite rien de plus. Elle a vécu des années au crochet de mon fils et maintenant elle part les mains vides. » Certains membres de sa famille ont ri avec elle et ont même lâché des commentaires sarcastiques. Je me suis arrêté et je me suis retourné pour la regarder fixement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je n'ai pas esquivé son regard. J'ai parlé d'un ton très doux, « Avez-vous fini de parler ?» Elle est restée perplexe. Et si je l'ai fait? J'ai souri. C'était un sourire qui m'a surprise moi-même, si calme qu'il ne laissait aucune trace de colère. Si vous avez fini, c'est mon tour. Tout le monde autour de nous s'est tu. J'ai regardé le grand chalet derrière elle, témoin de tant de fois où j'ai pleuré seul dans la cuisine, de tant de nuits que j'ai passées sur la terrasse jusqu'à l'aube faute de pouvoir me confier. Vous n'avez pas besoin de m'interdire quoi que ce soit, ai-je dit lentement, car à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas non plus la moindre intention d'entrer. Madame Dubois a éclaté de rire, tant mieux, il semble que vous reveniez enfin à la raison. J'ai hoché la tête, c'est ça. Aujourd'hui, je comprends les choses très différemment d'il y a des années. Maintenant, je sais que je dois lâcher ce qui ne vaut pas la peine d'être conservé. Je l'ai regardé quelques secondes de plus et j'ai ajouté froidement, mais il y a quelque chose pour lequel je pense que vous devriez vous préparer. Elle a froncé les sourcils, de quoi parlez-vous? J'ai répondu, cette maison n'appartient plus à votre famille. Les rires autour de la porte ont cessé net. Madame Dubois m'a regardé comme si je lui avais raconté une blague absurde, vous êtes devenue folle? J'ai secoué la tête. Je suis très saine d'esprit. J'ai sorti de mon sac une enveloppe jaune contenant des documents. Je l'ai posée doucement sur ma valise et j'ai parlé d'un ton monocorde, j'ai vendu cette maison. Avant que Madame Dubois ne puisse réagir, le téléphone dans son sac a commencé à sonner de manière insistante. Elle l'a sorti avec irritation. Elle a regardé l'écran et son visage a légèrement changé. C'était un appel du département des ressources humaines de l'entreprise où elle occupait le poste de directrice. Le téléphone continuait de vibrer, mais elle n'a pas répondu immédiatement. Son regard s'est fixé sur les documents que je venais de poser sur la valise. Son visage, auparavant rempli de victoire, a commencé à montrer des doutes. Elle a souri faussement, vous croyez qu'en apportant de faux papiers, vous allez me faire peur? Mon ex-mari s'est approché, m'a arraché la chemise et l'a ouverte. Il a lu les premières lignes avec une expression de mépris, vous avez fini votre théâtre. Ne vous ridiculisez pas. Cette maison est au nom de ma mère. De quel droit dites-vous que vous l'avez vendue? Je ne lui ai pas répondu immédiatement. Je l'ai seulement regardé longuement. Il fut un temps où j'aurais tout fait pour un regard affectueux de cet homme. Mais à cet instant, je ne voyais qu'un parfait inconnu. Le téléphone de Madame Dubois a de nouveau sonné. Cette fois, elle a répondu à contre-cœur. La personne à l'autre bout du fil a parlé très vite. Je n'ai pas entendu les détails, mais j'ai vu son visage changer sans cesse. Elle a répondu brusquement, c'est impossible. Je suis occupé maintenant. Nous réglerons cela cet après-midi quand j'irai au bureau. Elle a raccroché en essayant de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient déjà. Une voisine curieuse a demandé, il se passe quelque chose, Thérèse? Ce n'est rien, a-t-elle répondu rapidement, puis elle s'est tournée vers moi, ne croyez pas qu'avec 2 phrases, vous allez me ridiculiser. J'ai souri légèrement. Je n'ai pas besoin de vous ridiculiser. Les choses que vous avez faites vous-même pendant des années sont plus que suffisantes pour y parvenir. Cette phrase l'a fait pâlir. C'était la première fois que je lui répondais devant tant de monde. Pendant 8 ans, aux yeux des voisins, j'ai toujours été la belle-fille silencieuse. Si on me grondait, je me taisais. Si on m'accusait injustement, je me taisais. Si on m'obligeait à faire toutes les tâches ménagères, je baissais seulement la tête. Je ne le faisais pas par faiblesse, mais parce que je croyais que la patience m'apporterait la paix. Mais il s'est avéré que la patience ne faisait que faire croire aux autres qu'ils avaient le droit de me piétiner. En regardant le chalet, les souvenirs m'ont envahi. Le premier jour où je suis entré dans cette maison, je n'avais que 2 valises de vêtements et un cœur plein d'espoir. Mes parents m'avaient demandé si j'étais sûr. J'avais hoché la tête en leur disant que je n'avais besoin que de lui et que je ferais des efforts, quelle que soit sa famille. Mon père avait soupiré longuement. Il savait que la famille de Louis n'était pas à notre niveau économique, mais par respect pour ma décision, il ne s'était pas opposé. Cependant,
il m'avait demandé une chose, ne parler à personne du statut de notre famille. Il voulait savoir si on m'aimait pour qui j'étais ou pour ce que j'avais. J'ai accepté. Le mariage fut simple. Pas de voiture de luxe, pas d'hôtel 5 étoiles. Personne ne savait que mon père était le président d'un grand groupe d'investissement. Il était venu avec un costume simple, comme n'importe quel père de famille. Dès ce jour, Madame Dubois a montré son mécontentement. Elle a commenté par des allusions que ma famille ne se distinguait en rien et que le mariage avait été trop humble. À l'époque, je ne faisais que sourire. Je pensais que le temps prouverait tout, mais je me suis trompé. Une semaine seulement après le mariage, Madame Dubois m'a remis un carnet. Elle m'a dit que c'était les règles de la maison. La belle-fille devait se lever avant 6 heures, préparer le petit déjeuner et nettoyer tout le rez-de-chaussée. Mon salaire mensuel devait lui être remis pour qu'elle gère les dépenses de la famille. J'ai été surprise. Mais j'ai obéi. Le premier mois, je lui ai remis tous mes euros. Elle les a gardés et a hoché la tête satisfaite. À partir de ce jour, pour acheter quoi que ce soit, même du dentifrice ou du shampoing, je devais lui demander de l'argent. Une fois, j'ai acheté un chemisier en solde et en voyant le reçu, elle m'a grondé en disant qu'en tant que belle-fille, je ne savais que gaspiller. J'ai baissé la tête et j'ai demandé pardon. Cette nuit-là, mon mari l'a appris. J'ai pensé qu'il me défendrait, mais il a seulement dit que j'ai patience, que sa mère voulait seulement économiser pour le bien de tous. Je me suis de nouveau tu. Une autre fois, ma mère est venue de notre village en Normandie nous rendre visite. Elle a apporté du fromage artisanal, de la charcuterie locale et quelques douceurs qu'elle avait elle-même préparées. Madame Dubois les a regardées avec dédain et les a laissées traîner dans un coin de la cuisine. À l'heure du déjeuner, elle n'a sorti que les restes de la veille et les a réchauffés. J'étais glacé. Ma mère, cependant, a continué de sourire et a dit que n'importe quoi était bien. Mais à la tombée de la nuit, je l'ai vue essuyer ses larmes en silence. Le lendemain, je l'ai accompagnée à la gare. Avant de monter dans le bus, elle m'a pris les mains et m'a dit que si jamais je souffrais trop, je devais rentrer à la maison. Dans notre famille, il y aurait toujours une place pour moi. Je l'ai serré de toutes mes forces, mais je suis retourné à ce chalet. Je croyais encore que je n'avais qu'à faire un peu plus d'efforts. Le temps a passé. J'ai continué à travailler en silence. Personne dans la famille de mon mari ne savait qu'après mes heures de bureau, chaque nuit, je gérais un grand projet technologique pour la corporation de mon père. Je n'apparaissais jamais dans la presse, ni n'utilisais mon vrai nom dans ces affaires. Toutes mes réunions étaient télématiques. Le projet a grandi année après année et les revenus se sont multipliés. Mon père a voulu rendre public mon rôle de nombreuses fois, mais je me suis toujours refusé. Je voulais tenir la promesse d'antan jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte qu'il y a des gens qui ne changent jamais. La gentillesse ne leur génère pas de gratitude, elle leur fait seulement sentir qu'ils ont plus de droit à abuser de vous. Les fissures dans mon mariage sont devenues de plus en plus grandes. Alors, il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre que même si j'essayais encore de nombreuses années, la fin ne serait pas différente. Ce fut le jour où j'ai commencé à préparer ma sortie de cette famille, en silence et sans que personne ne s'en doute. Après la matinée où j'ai raccompagné ma mère, je suis resté longtemps dans la cuisine, spacieuse mais glaciale. La tasse d'infusion qu'elle avait bue était toujours sur la table. J'ai touché le bord. La chaleur s'était dissipée depuis longtemps, ne laissant qu'un vide difficile à expliquer avec des mots. Depuis ce jour, j'ai cessé d'espérer que ma belle-mère me traite comme une fille. La seule chose que j'essayais de maintenir à flot était mon mariage. Je croyais que si mon mari me comprenait, tout serait sauvé, mais la distance entre nous était de plus en plus grande. Il sortait tôt et rentrait très tard, toujours avec l'excuse du travail. Les dîners ensemble se faisaient rares. Une nuit, j'ai préparé plusieurs plats et j'ai attendu jusqu'à presque 22 heures pour ne recevoir qu'un message laconique, « J'ai déjà dîné dehors, ne m'attends pas ». J'ai rangé chaque plat dans le réfrigérateur en silence. Le lendemain matin, ma belle-mère l'a vu et m'a dit froidement de jeter la nourriture de la veille, que tout ce que je faisais était un gaspillage et que si j'allais cuisiner autant, je ferais mieux de la donner aux voisins. J'ai hoché la tête sans rien dire, l'expliquer n'avait aucun sens. Pour elle, tout ce que je faisais était faux. Un week-end, alors que nous dînions, Madame Dubois a brusquement posé ses couverts sur la table. Elle m'a regardé fixement et a lancé, « Les belles-filles des autres ont des fils quelques années après le mariage.
Et vous, pour quand? Je lui ai répondu calmement, nous suivons le traitement que le médecin nous a indiqué. Elle a ri avec ironie, quel traitement? Si vous ne savez pas enfanter, dites-le directement. Ne rejetez pas la faute sur le médecin. L'atmosphère à table est devenue insupportable. J'ai regardé mon mari. Il continuait de manger la tête baissée, comme s'il n'avait rien entendu. Un bon moment plus tard, il a commenté, ma mère a un peu raison. Tu devrais consacrer plus de temps à la famille. En entendant cela, j'ai senti mon cœur se serrer. C'était le médecin qui avait diagnostiqué que nous avions tous deux besoin d'un traitement, mais devant sa mère, il laissait toute la culpabilité retomber sur mes épaules. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Ce fut la première fois que l'idée du divorce me traversa l'esprit, mais je l'ai écartée rapidement. Je ne voulais pas décevoir mes parents ni admettre que j'avais fait un mauvais choix. Le temps a continué son cours silencieux. Mon travail sur le projet technologique florissait. L'équipe, qui avait commencé avec une poignée de personnes, s'est transformée en un effectif de centaines d'employés en 3 ans. Chaque semaine, j'avais des réunions par visioconférence avec le conseil d'administration. Personne dans la maison de mon mari ne le savait. Chaque fois que je me réunissais, je fermais la porte à clé. Si Madame Dubois demandait, je lui disais que je faisais des heures supplémentaires pour gagner un peu plus. Elle reniflait avec mépris, se demandant combien je pouvais bien gagner. Sûrement même pas le salaire d'un jour de son fils. Je ne prenais pas la peine de lui expliquer. Des mois plus tard, mon père m'a appelé. Il m'a demandé, jusqu'à quand vas-tu continuer à te cacher? J'ai gardé le silence. Il a soupiré, tu te fais du mal. Celui qui te valorise vraiment t'aimera sans se soucier de l'argent que tu as. Celui qui ne sait pas te valoriser te traitera comme quelque chose d'insignifiant, même si tu lui donnes toute ta fortune. Je comprenais ces mots, mais je voulais toujours donner une dernière chance à mon mariage. Pendant ce temps, Madame Dubois a reçu une excellente nouvelle. Elle a été nommée directrice de la filiale d'une entreprise appartenant à un grand groupe d'investissement. Le jour où elle a reçu sa nomination, elle a organisé un grand banquet. La maison s'est remplie de parents et tous la félicitaient. Elle s'est assise au centre du salon, débordante de fierté, à partir d'aujourd'hui, il y a une directrice dans cette maison. Quand vous sortirez, assurez-vous que les gens le sachent, que personne ne nous regarde de haut. Puis elle s'est tournée vers moi, et toi, efforce-toi d'apprendre quelque chose. Ne passe pas toute ta vie enfermée dans la cuisine. Tout le monde a ri. J'ai simplement continué à servir les boissons en silence. Personne ne savait que l'entreprise dont elle venait d'être nommée directrice n'était qu'une filiale du holding corporatif que ma famille gérait. Mon père avait mentionné ce nom lors d'une réunion, mais je n'y avais pas prêté trop d'attention jusqu'à ce que je voie le document de nomination sur la table du salon et que je reconnaisse le nom du groupe. Cette nuit-là, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai vérifié. Effectivement, la filiale de Madame Dubois relevait de la juridiction du holding que je dirigeais. Je suis resté longtemps à fixer l'écran. Parfois, les coïncidences de la vie sont incroyables, mais je n'avais aucune intention d'utiliser ma position. Au travail, je séparais toujours les sentiments des règles. Si Madame Dubois travaillait bien, elle serait reconnue comme n'importe qui. J'ai fermé l'ordinateur portable, me convainquant d'agir comme si je ne savais rien. Cependant, quelques semaines plus tard à peine, un rapport interne est parvenu au conseil d'administration. Sur la liste des filiales ayant le plus de plaintes, celle de Madame Dubois occupait la première place. Les employés l'accusaient d'abus d'autorité, d'obliger ses subordonnés à faire des heures supplémentaires non rémunérées, d'utilisation abusive des budgets et d'insulter le personnel en pleine réunion. Le comité de contrôle a proposé un audit approfondi. J'ai lu le rapport le cœur serré. J'espérais encore que tout cela n'était qu'un malentendu, car si c'était vrai, tôt ou tard, elle devrait en assumer les conséquences. J'ai transféré tout le dossier au département d'audit externe sans ajouter un seul commentaire. Je n'ai pas interféré. Je n'ai rien effacé, ni ne l'ai aidé. C'était ma règle d'or. Je n'aurais jamais imaginé que vers la même époque, mon mariage entrerait dans sa phase la plus sombre. Un après-midi, alors que je rangeais le bureau de mon mari, l'écran de son téléphone s'est illuminé. Un message est apparu, tu m'as manqué. On se voit ce soir à l'endroit habituel. Mon cœur s'est glacé. Je suis resté immobile longtemps. Il ne s'agissait plus de petites fissures.
C'était la confirmation que le mur que j'avais tenté de soutenir pendant 8 ans s'écroulait complètement. Je suis resté devant cet écran. Ce message de quelques mots seulement a suffi à entraîner le dernier espoir auquel je m'accrochais. Je n'ai ouvert aucune autre conversation ni consulté d'anciens messages. Il y a des vérités qu'il suffit de voir une seule fois. Cette nuit-là, il est rentré à l'heure habituelle. Dès qu'il est entré, il a enlevé sa veste et s'est assis. Il y a quelque chose à dîner? Je lui ai servi un bon bouillon avec une tranquillité totale. Oui, dîne. Il m'a regardé, tu es bizarre aujourd'hui. J'ai souri, c'est peut-être parce que j'ai cessé d'attendre. Il est resté pensif quelques secondes puis a continué à manger. Pendant tout le dîner, nous n'avons pas échangé un mot. Le silence était si dense qu'on n'entendait que le cliquetis des couverts. À la fin, il s'est levé, prêt à partir. Je lui ai demandé à voix basse, « Où vas-tu » ? « Voir un client » a-t-il répondu sans hésiter. J'ai hoché la tête, fais attention. Il a été un peu surpris par mon attitude. Avant, je lui aurais sûrement demandé quel client c'était, où il se rencontrait et à quelle heure il rentrerait. Mais cette nuit-là, je n'ai pas demandé car je savais que toute réponse serait un mensonge. Quand la porte s'est fermée, je suis retourné dans la chambre. J'ai allumé l'ordinateur. Au lieu de pleurer, j'ai commencé à organiser toute ma vie. J'ai vérifié chaque compte bancaire, chaque contrat, chaque document lié à nos biens communs. J'ai découvert que depuis près d'1 an, mon mari retirait de grosses sommes de nos économies sans me consulter. Au début, j'ai pensé qu'il investissait, mais en cherchant davantage, j'ai vu une infinité de dépenses étranges, voitures de luxe, montres, bijoux, hôtels. Cet argent n'avait pas été utilisé pour notre famille. Je suis resté pétrifié, non pas à cause de l'argent en soi, mais parce que je comprenais enfin que dans ce mariage, j'étais la seule à essayer. Le lendemain matin, j'ai pris ma journée. Je suis allé voir Maître Antoine, l'avocat que mon père m'avait recommandé des années auparavant. Il m'a regardé et m'a demandé, « Avez-vous pris votre décision ?» J'ai respiré profondément, « Oui, je veux divorcer. » Il n'a pas posé d'autres questions, il a simplement sorti les formulaires. Pendant 3 heures, nous avons examiné tous les biens, les obligations financières et les preuves nécessaires. À la fin, l'avocat m'a regardé, « Êtes-vous sûr de ne pas le regretter ?» J'ai souri, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir pris cette décision si tard. Les jours suivants, j'ai poursuivi ma routine habituelle. Madame Dubois continuait de me donner toutes les tâches ménagères, critiquer mes repas et se vanter auprès des voisins de son poste. Mon mari continuait de sortir tôt et de rentrer tard, ignorant complètement que j'avais déjà présenté la demande jusqu'à ce qu'un après-midi, un fonctionnaire du tribunal remette la citation à comparaître à notre porte. Madame Dubois fut celle qui l'a reçue. Elle ouvrit l'enveloppe et avant de terminer la première page, elle poussa un cri qui résonna dans toute la maison, « Comment osez-vous demander le divorce ?» Je descendis lentement les escaliers, c'est exact. C'est moi qui ai déposé la demande. Elle jeta les papiers par terre, ingrate. Cette famille vous a entretenu pendant des années et maintenant que vous vous croyez importante, vous nous abandonnez. Je me suis baissé pour ramasser les papiers un par un, en gardant mon calme, j'ai travaillé dès le premier jour de mon mariage. J'ai toujours payé mes propres dépenses et je n'ai jamais vécu de l'argent de personne. Elle me montra du doigt, furieuse, si ce n'était pas pour cette maison, vous dormiriez sous un pont depuis des années. Je la regardai, je déménagerai bientôt. Elle ricana, ne croyez pas que vous emporterez un seul euro après le divorce. Je ne lui répondis pas car je savais que tout se résoudrait par la voie légale, pas par des cris. La séance de médiation eut lieu peu après, comme je l'avais prédit. Mon mari n'avait aucune intention de régler les choses. Il voulait seulement que cela se termine rapidement. Il exigea que le partage des biens lui soit favorable, affirmant même que je n'avais rien apporté pendant les 8 ans de mariage. En entendant ces paroles, je ressentis une paix inhabituelle. Peut-être que lorsque l'amour s'éteint, la douleur n'a plus le pouvoir de vous blesser. La médiation échoua et le jour du jugement arriva. Dès le matin, Madame Dubois s'habilla d'un élégant costume. Elle déambulait dans les couloirs du tribunal avec des airs de supériorité, parlant à voix haute pour que tout le monde l'entende, qu'une telle belle fille parte est la meilleure chose qui puisse arriver. Ma famille ne perd rien. Je me suis assise au bout du banc. Ni vu ni connu. Lorsque le procès commença, les procédures suivirent leur cours.
Les deux parties convinrent de dissoudre le mariage. Le partage des biens fut basé sur les preuves légales. Je n'exigeais rien de plus que ce qui était juste. Je ne récupérais que ce qui m'appartenait. Avant de signer la décision définitive, mon téléphone vibra. C'était un message de mon avocat, tout est prêt. Le contrat de cession prend effet ce matin. J'ai lu le message et j'ai bloqué l'écran. Personne dans cette salle ne savait qu'au moment même où mon mariage prenait fin, un plan que j'avais préparé en secret pendant des mois venait de se matérialiser. J'ai signé et j'ai lâché le stylo, regardant une dernière fois l'homme qui fut mon mari. Il ne savait pas que le pilier le plus solide de sa fierté et de celle de sa mère était à quelques heures de s'effondrer complètement. Quand ma voiture s'est arrêtée devant le chalet, la tension était palpable. Madame Dubois continuait de bloquer l'entrée. Les bras croisés et le regard triomphal, elle semblait célébrer qu'elle se débarrassait enfin de la personne qu'elle haïssait le plus. J'ai tranquillement traîné ma valise jusqu'à la porte et je me suis arrêté. Après ma déclaration que la maison avait été vendue, les voisins et les membres de la famille se sont regardés, déconcertés. Un parent éclata de rire, le choc l'a rendue folle. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Madame Dubois a aussi ri aux éclats, tu n'as pas de remède. Les titres de propriété sont à mon nom. Avec quelle autorité vas-tu la vendre? Je n'ai pas répondu, j'ai juste regardé ma montre. Il restait environ 3 minutes avant que tout ne se révèle de soi-même. Louis s'est approché de moi avec un mélange de colère et de honte, jusqu'à quand vas-tu continuer ce spectacle devant les voisins? Si nous sommes divorcés, et un peu de dignité. J'ai souri, j'ai énormément de dignité. C'est précisément par dignité que je refuse de rester dans un mariage pourri. Il allait répliquer quand au bout de la rue, 3 voitures noires sont apparues, s'approchant en file indienne. Le son des moteurs a fait tourner toutes les têtes. Les véhicules se sont arrêtés juste devant le portail. Le premier à descendre fut un homme d'âge moyen vêtu d'un costume et portant une mallette noire. Derrière lui venaient 2 autres personnes. L'une portait l'accréditation d'un notaire et l'autre d'une banque. L'homme en costume a demandé courtoisement, « Pardonnez-moi, est-ce l'adresse du bien immobilier stipulé dans le contrat de cession signé hier ?» J'ai hoché la tête, c'est exact. Il a souri, nous venons remettre la documentation à la nouvelle propriétaire. Tout le patio est tombé dans un silence de mort. Madame Dubois a froncé les sourcils, vous vous êtes trompé de maison. C'est ma propriété. L'homme a ouvert sa mallette, Madame, selon les registres légaux et les informations du registre foncier, la propriété de ce chalet a été formellement transférée. Aujourd'hui, nous venons procéder à la remise. Madame Dubois lui a arraché la chemise des mains et a feuilleté les pages. Son visage s'est décoloré. Impossible. C'est impossible. Elle n'arrêtait pas de secouer la tête. Louis a aussi pris les papiers, a lu attentivement chaque ligne et la sueur a commencé à perler sur son front. Il a levé les yeux vers moi, que as-tu fait? Je lui ai répondu avec une tranquillité totale, je n'ai rien fait d'illégal. Tout a été fait conformément à la loi. Il a secoué la tête, ce n'est pas possible. La maison est au nom de ma mère. Je l'ai regardé droit dans les yeux, c'est exact. Mais cette maison a été hypothéquée il y a des années pour financer les opérations de votre entreprise. Le délai du prêt est arrivé à échéance et la dette n'a pas été réglée. Selon les clauses du contrat hypothécaire, la banque a exécuté l'hypothèque pour récupérer l'argent. Le représentant de la banque a hoché la tête, exactement. Tout le processus d'exécution hypothécaire a suivi les voies légales. Après la vente aux enchères des biens, la nouvelle propriétaire a complété l'adjudication de manière légitime. Personne n'a pu dire un mot de plus. Les murmures des voisins ont de nouveau retenti, il s'avère que c'était vrai. Pas étonnant qu'elle était si calme. Et nous pensions que c'était un bluff. Soudain, Madame Dubois m'a pointé du doigt, c'est vous? Vous avez manipulé tout cela. J'ai secoué la tête, si j'avais vraiment eu le pouvoir de faire cela, je n'aurais pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Je ne connaissais le résultat que parce que j'ai été informé après l'achèvement des formalités. Elle a serré les dents, je ne le crois pas. À cet instant, une autre voiture est entrée lentement dans la rue. Une femme d'une 50aine d'années en est descendue, vêtue simplement, mais très élégamment. Le représentant du notaire s'est approché immédiatement, « Bonjour. Je vous présente la nouvelle propriétaire du chalet. » La femme a souri, « Bonjour à tous. J'ai déjà reçu toute la documentation.
J'espère que la session se fera sans encombre. Madame Dubois a complètement perdu son sang-froid. Elle a crié, je ne compte pas partir. C'est ma maison. La femme a gardé un ton conciliant, Madame, je comprends votre situation, mais la propriété a été transférée légalement. Si votre famille a besoin de temps pour récupérer ses affaires, nous pouvons trouver un accord dans le cadre établi par la loi. Un voisin a soupiré à ses côtés, arrivé à ce point, crier ne résoudra rien. Je suis resté à regarder le chalet en silence. Tous mes souvenirs, bons et mauvais, étaient enfermés dans ces murs. Ces nuits blanches sur la terrasse, ces matins où je me levais à 5 heures pour préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Les fois où j'ai nettoyé avec une forte fièvre de peur d'être grondé. Aujourd'hui, tout cela était vraiment derrière moi. Je ne ressentais plus de rancune ni l'envie de prouver quoi que ce soit à personne. Je voulais juste quitter cet endroit avec la paix que j'avais achetée au prix de nombreuses années de ma jeunesse. Juste à ce moment-là, le téléphone de Madame Dubois a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas un appel, mais une avalanche de notifications de courriel de l'entreprise. En regardant l'écran, son visage, déjà pâle, est devenu blanc comme de la craie. Immédiatement après, le téléphone de Louis a également sonné. Il a regardé son écran puis sa mère avec une inquiétude évidente. L'atmosphère à la porte du chalet est de nouveau tombée dans le silence. Il semblait que la perte de la maison n'était pas la fin du cauchemar. La sonnerie du téléphone brisait le mutisme tendu et étouffant. Madame Dubois a fixé l'écran. Le nom du directeur des ressources humaines y brillait. Elle a répondu à toute vitesse. Je n'ai pas pu entendre ce qu'il disait à l'autre bout, mais l'expression de son visage s'est transformée de l'irritation à la surprise et de là à la panique totale. Elle a crié, « Quelle bêtise racontez-vous ? Je suis la directrice de la filiale. Qui a l'autorité de me suspendre ?» À l'autre bout, la voix continuait de parler calmement. La main avec laquelle elle tenait le téléphone tremblait visiblement. « Je ne vais pas au bureau maintenant. » Elle a raccroché. Moins de 10 secondes plus tard, une alerte d'un nouveau courriel a sonné. Elle l'a ouvert. Sur l'écran, on lisait clairement la lettre de licenciement immédiat de son poste de directrice avec effet à compter de ce jour. Elle était accompagnée d'une notification de suspension temporaire d'emploi pour faciliter une enquête interne. Elle a reculé d'un pas, livide. Mon ex-mari a couru la soutenir par les épaules, « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui a tendu le téléphone d'une voix hachée, « Ils disent qu'ils m'ont licencié, qu'ils m'ont suspendu. » Il a pris le portable, a lu chaque ligne et a ouvert les yeux écarquillés. Atonito, impossible. Si le mois dernier, ils vous ont félicité publiquement, comment cela peut-il arriver aujourd'hui? Le représentant de la banque et le notaire ont échangé des regards et se sont écartés discrètement. Cela ne les concernait plus. Ils attendaient seulement de finir la paperasse de la maison. Les voisins ne cessaient de murmurer, ce matin, ils perdent la maison et maintenant le travail. Qui sait dans quels ennuis ils se sont fourrés. D'un coup, Madame Dubois s'est tournée vers moi, c'est vous? Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas? Je l'ai regardé sans ciller, je n'ai pas le pouvoir de licencier qui que ce soit de cette manière. Si l'entreprise a pris cette décision, elle doit avoir des motifs solides pour le faire. Elle a rougi de pure colère, ne faites pas l'innocente. Depuis que vous êtes apparu, il n'y a que des malheurs. J'ai secoué lentement la tête, si vous aviez toujours bien fait les choses, personne n'aurait pu vous arracher votre poste. Ces mots lui ont noué la gorge. Pendant des années, elle a cru que son pouvoir était intouchable. Elle se vantait auprès des voisins qu'il lui suffisait de passer un coup de fil pour que les employés courent lui obéir. Ceux qui ne l'écoutaient pas étaient mutés. Ceux qui osaient répliquer n'étaient pas promus. Une fois, elle m'a même dit en face qu'un leader devait inspirer la peur, sinon les gens lui monteraient sur la tête. À l'époque, je me suis tu, mais lors des réunions du groupe d'investissement, j'avais l'habitude d'entendre un principe totalement opposé, un bon leader n'inspire pas la peur, mais la confiance. C'est pourquoi, lorsque le comité d'audit interne a envoyé le rapport sur la filiale de Madame Dubois, je l'ai lu avec la plus grande attention. C'était un document de près de 200 pages qui incluait des dizaines de plaintes formelles, des employés qui relataient des insultes pendant les heures de travail. Des signatures forcées sur des documents irréguliers et des menaces de licenciement à ceux qui demandaient des jours pour s'occuper de leurs enfants malades. Au début, je ne me suis pas précipité pour tirer des conclusions. J'ai ordonné une révision complète.
Une équipe d'inspecteurs indépendants a été envoyée à la filiale et a travaillé pendant près de 2 mois. Tout a été fait en suivant les protocoles. Personne n'a jamais su mon lien de parenté avec cette directrice. Lorsque les résultats finaux sont parvenus au conseil d'administration, les preuves étaient accablantes. Il n'y avait pas seulement abus de pouvoir, mais aussi de graves irrégularités financières et administratives. Selon la réglementation du holding, le responsable de l'unité devait en assumer les conséquences. La décision de licenciement fut approuvée presque à l'unanimité, mais Madame Dubois ignorait tout cela. Elle continuait de se croire la victime d'un sombre complot. À ce moment-là, le portable de Louis sonna. C'était un de ses amis qui travaillait dans la même compagnie que sa mère. En entendant quelques phrases, il pâlit et demanda à la hâte, « Tu es sûr ? L'inspection a commencé il y a 2 mois. Pourquoi je n'ai pas été au courant ?» Après avoir raccroché, il resta pétrifié, regarda sa mère et lui dit dans un murmure, « Maman, il semble que cela soit en cours depuis longtemps, c'est juste qu'aujourd'hui la résolution est devenue officielle. » Elle continuait de refuser de l'accepter, « Non, quelqu'un m'a tendu un piège, j'en suis sûr. » À cet instant précis, une voiture noire à cette place se gara lentement devant le portail. Les 3 personnes en sont descendues, celui qui était à l'avant fit une légère inclinaison de tête en guise de salut. « Bonjour, madame. Nous avons été envoyés pour saisir tous les documents et biens appartenant à la filiale que vous dirigiez. C'est un ordre direct du conseil d'administration. » Il lui tendit un dossier scellé en rouge. Tremblante, Madame Dubois feuilleta les pages. Finalement, son regard se posa sur la dernière ligne. C'était une signature qui lui était familière, mais dans sa panique, elle ne parvenait pas à se souvenir où elle l'avait vue auparavant. Moi, de mon côté, j'observais la scène en silence. Il y a des vérités qui, révélées au bon moment, ont un poids bien plus grand que toute justification, et je savais que ce moment était sur le point d'arriver. Madame Dubois tenait la résolution à 2 mains. Ses yeux s'attardèrent longuement sur la signature finale. Elle fronça les sourcils comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose et soudain leva les yeux vers moi, « Non, c'est impossible. » Ce regard ne distillait plus la morgue d'avant, mais un déconcertement absolu. Je suis resté à ma place sans prononcer un mot. Le chef de l'équipe corporative parla avec courtoisie, « Madame, nous avons besoin que vous nous remettiez le sceau, les archives de gestion et tous les biens de l'entreprise que vous avez en votre possession. Nous vous demandons votre collaboration. » Elle inspira profondément, « J'exige de voir le président du groupe. Je dois demander des explications. » L'homme hocha légèrement la tête, « Le président n'est pas disponible. Cependant, la personne qui a ratifié cet ordre a minutieusement examiné votre dossier avant de signer. » Elle serra les papiers, « Qui ? Qui l'a signé ?» Le représentant me regarda du coin de l'œil et répondit lentement, « La directrice exécutive du holding. » L'air sembla s'arrêter devant la maison. J'observais les feuilles des arbres se balançant au vent. J'avais passé des années à m'efforcer de séparer ma vie familiale de ma carrière, mais finalement, les 2 chemins s'étaient croisés de la manière la plus inattendue. Une voisine, morte de curiosité, me demanda, « Tu savais cela à l'avance ?» J'acquiesçai légèrement, je l'ai appris après l'approbation de la résolution. Louis me fusilla du regard, plein de doute, « Qu'est-ce que tu m'as caché ?» Je soupirai doucement, « Ce n'est pas que je t'ai caché quoi que ce soit, c'est que tu n'as jamais voulu le savoir. » Il resta muet. Il avait raison. En 8 ans, il ne s'était jamais soucié de demander ce que je faisais vraiment comme travail. Quand je restais travailler tard, il supposait que je gagnais quelques euros supplémentaires. Quand je partais en voyage court, il tenait pour acquis que c'était des réunions de bas niveau avec des clients. Il n'a jamais ressenti de curiosité ni ne s'en est soucié. À ses yeux, j'ai toujours été une femme ordinaire, sans rien de particulier. Juste à ce moment-là, mon téléphone vibra, « Papa. » Je m'éloignai un peu pour répondre. Sa voix était grave et chaleureuse, « Tout va bien, ma fille. » « Je vais bien. » Il garda le silence quelques secondes avant de dire, « Je viens de recevoir le rapport. Si cela te gêne, laisse d'autres s'occuper du reste. » Je regardai Madame Dubois qui s'était effondrée sur un banc de pierre du jardin, le regard perdu. « Je peux m'en occuper moi-même. » Mon père laissa échapper un petit rire, « Bien. Tu as mûri plus que je ne l'imaginais. Rappelle-toi une chose, celui qui a une vraie grandeur n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il a raison. » J'ai souri, je sais. Et j'ai coupé l'appel.
En me retournant, Madame Dubois se leva d'un bond et me montra du doigt, « Dis-moi tout de suite, qui diable es-tu » Je la regardai longuement. C'était peut-être la première fois en 8 ans qu'elle montrait un intérêt sincère à savoir qui j'étais. Je lui répondis avec une pause, « Je suis toujours celle que vous appeliez votre belle-fille. Avec la seule différence que vous n'avez jamais voulu me connaître. » Elle secoua la tête, « Non, si tu étais une simple employée, tu n'aurais pas su tout ça. Tu ne serais pas si calme. » Je souris légèrement, « C'est vrai, je ne suis plus une simple employée. » Tous les regards convergèrent vers moi. Je continuai, « Il y a 3 ans, après avoir achevé la restructuration corporative, mon père m'a cédé la direction exécutive du holding. C'est moi qui assume la responsabilité de signer les décisions finales dans les dossiers de ma compétence. » Un murmure parcourut l'assemblée. Louis ouvrit les yeux démesurément, « Qu'est-ce que tu dis ?» Je le regardai, « Tu avais l'habitude de dire que je ne servais qu'à être enfermé dans la cuisine, mais les réunions télématiques que j'avais le soir étaient les conseils d'administration du groupe. Les voyages d'affaires que tu croyais être pour voir des clients, en réalité, étaient des réunions avec des partenaires stratégiques. Je ne t'ai jamais menti. Tu n'as simplement jamais posé la question. » Il recula, le visage défait, « Alors, le poste de ma mère. » Je l'interrompis d'un ton ferme, « Le licenciement n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit mon ex-belle-mère, mais avec le fait que l'audit a détecté des infractions extrêmement graves. Le dossier est passé par tous les départements de contrôle et le conseil d'administration a voté. Ce n'est qu'alors qu'il est arrivé entre mes mains pour la signature. Si l'audité avait été n'importe quelle autre personne, le résultat aurait été identique. » Madame Dubois s'effondra de nouveau sur le banc, murmurant pour elle-même, « Impossible. Il ne peut y avoir une telle coïncidence. » Je fis quelques pas vers elle. C'était la première fois que je la regardais sans aucune trace de douleur. Il fut un temps où j'aspirais à ce qu'elle m'accepte. Je me suis efforcé pendant 8 longues années et en retour, je n'ai reçu que son mépris. Si ce jour-là, elle m'avait traité comme un membre de la famille, nous ne serions pas en train de vivre cette situation aujourd'hui. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient rougis et il n'y avait plus de fureur en eux, seulement une énorme et tardive vague de regret et de panique. À cet instant, Louis fit un pas en avant. Il me regarda fixement pendant un long moment et me parla d'une voix à peine audible que seul moi put entendre, « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début ?» Je secouai doucement la tête, je pensais que celui qui t'aime vraiment t'aimerait même si tu n'avais rien. Si 2 personnes sont ensemble pour leur statut social, ce mariage ne mérite pas d'être sauvé. Il baissa la tête, serrant les poings. Pour la première fois depuis que nous avions signé le divorce, je vis sur son visage un remords sincère, mais je sus aussi qu'il y a des portes qui, une fois fermées, ne s'ouvrent plus jamais. Le patio du chalet était enveloppé d'une atmosphère oppressive. Il n'y avait plus de rires moqueurs ni de commentaires sarcastiques comme ceux que j'avais dû supporter si longtemps. Maintenant, ils me regardaient tous avec une stupéfaction absolue. Louis restait immobile, le regard rivé au sol et finalement, il brisa le silence, « Je suis désolé. » Ces 2 mots étaient ce que j'avais le plus désiré entendre par le passé. Combien de nuits avais-je supplié intérieurement qu'il prenne mon parti, ne serait-ce qu'une fois, mais il ne l'a jamais fait. Et maintenant, quand tout était brisé, il demandait enfin pardon. Je le regardais impassible, « Pourquoi es-tu désolé ?» Il mit longtemps à répondre, « De ne pas t'avoir fait confiance, de t'avoir laissé tout supporter seul, de ne jamais t'avoir défendu devant ma mère. » J'acquiesçai légèrement, « Au moins, tu t'en es rendu compte, mais se rendre compte et réparer le mal sont 2 choses très différentes. » Il avança d'un pas, « Oui. Si nous recommencions, me donnerais-tu une chance ?» J'ai souri. Et ce n'était pas un sourire brisé comme autrefois, mais le sourire de quelqu'un qui a laissé partir le poids du passé, « Te souviens-tu de ce jour où j'ai eu presque 40 de fièvre ?» Il leva les yeux vers moi, « Je m'en souviens. Tu venais de rentrer d'un voyage d'affaires et tu ne tenais pas debout, mais ta mère m'a obligé à me lever pour préparer le repas parce qu'il y avait des invités. Je t'ai appelé et tu m'as seulement répondu, « Tiens bon. Ma mère est heureuse. Ne lui gâche pas la journée. » Il baissa le regard. Le souvenir sembla le frapper de plein fouet. Je poursuivis, « Et te souviens-tu quand ma mère a été hospitalisée? J'ai demandé à aller au village 2 jours pour prendre soin d'elle. Et ta mère m'a dit que si je sortais par cette porte, je ne devais pas revenir. Tu étais à côté et tu n'as pas ouvert la bouche. » Ses yeux s'humidifièrent, « Je ne te raconte pas cela pour te reprocher quoi que ce soit. Juste pour que tu comprennes.
Un mariage ne se termine pas en un jour. Il se brise après avoir accumulé des centaines de déceptions. Il se prit la tête entre les mains d'une voix brisée, « Je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. » À quelques mètres, Madame Dubois restait assise sur le banc de pierre. Elle n'avait plus l'énergie d'élever la voix, ni la morgue de celle qui se croit toujours détentrice de la vérité. Elle se leva lourdement et marcha vers moi. Pour la première fois en 8 ans, elle ne me regarda pas avec supériorité. Sa voix était rauque, « Ma fille, je suis désolé. » Le mot « fille » me freina un instant. Elle m'avait toujours appelé avec dédain et maintenant, de son propre gré, elle me traitait avec respect. Je répondis avec sérénité, « Il n'est pas nécessaire de vous excuser pour aujourd'hui. Le seul regret est que ces mots ne soient pas arrivés il y a quelques années. » Elle baissa le regard, « C'était ma faute. J'ai toujours pensé que vous étiez pauvre, que vous dépendiez de cette famille et j'ai cru que cela me donnait le droit de vous mépriser. » Je secouai la tête, « Le fait que j'ai de l'argent maintenant ne signifie pas que ce qu'ils ont fait était juste. Même si je n'avais été qu'une employée normale, je méritais du respect. » Elle essuya ses larmes du revers de la main, « Oui, vous avez raison. Maintenant je le comprends, mais peut-être trop tard. » Les voisins près du portail restaient silencieux. Le vieil homme soupira faiblement, « L'être humain ne valorise les choses que lorsqu'il les a perdues. » Ce commentaire déprima encore plus l'ambiance. À ce moment-là, le représentant de la nouvelle propriétaire intervint avec politesse, « Madame, selon l'accord, vous disposez de 7 jours pour récupérer vos effets personnels. Si vous avez besoin d'aide pour le déménagement, nous pouvons vous la fournir. » Elle acquiesça d'un murmure à peine audible, « Je sais. » Il n'y eut plus de cris ni de protestation. Elle savait que les démarches légales étaient définitives et que rien ne changerait. Louis resta longtemps à contempler le chalet. Il y avait grandi et avait toujours cru qu'il serait à lui pour toujours. Maintenant, cette étape était terminée. Il se tourna vers moi, « Je ne vais pas te demander de revenir. Je veux juste te poser une question. M'as-tu déjà vraiment aimé ? » Je le regardai dans les yeux, « Si je ne t'avais pas aimé, je ne serais pas resté 8 ans. Si je ne t'avais pas aimé, je ne t'aurais pas pardonné encore et encore. C'est précisément parce que je t'ai aimé que j'ai tenu si longtemps. » Il ferma les yeux et une larme solitaire roula sur sa joue. Je ne ressentais ni joie ni victoire. Perdre un mariage n'est jamais une raison de célébration. Je ressentais seulement de la pitié. Pitié pour les années que nous avons gaspillées sans savoir nous valoriser. Je me suis dirigé vers la voiture où l'on m'attendait avec ma valise. Le chauffeur a ouvert la portière. Je suis monté et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Madame Dubois était toujours paralysée à l'entrée et Louis n'a pas ajouté un mot. Le véhicule a commencé à avancer et, à travers la fenêtre, le chalet est devenu de plus en plus petit jusqu'à disparaître. Je savais que je venais de fermer un très long chapitre de ma vie. De nombreux défis m'attendaient. Le groupe d'investissement avait besoin de moi. Mes parents avaient besoin de moi à leur côté et, le plus important, j'avais besoin d'apprendre à vivre pour moi-même. Après des années à me sacrifier pour les autres, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon âme pesait moins, non pas parce que j'avais retrouvé ma fierté, mais parce que je m'étais enfin retrouvé moi-même. 3 mois après avoir quitté ce chalet, ma vie a repris son cours. Chaque matin, j'arrivais très tôt au bureau du siège central. J'ai investi plus d'heures dans les réunions, les projets qui étaient restés en suspens et les plans d'expansion du marché que, à cause des problèmes familiaux, j'avais toujours reportés. Mes associés ont remarqué le changement. Je n'avais plus cette fatigue chronique sur le visage, ni ne restais paralysé pendant des heures après avoir reçu des appels de ma belle famille. J'étais plus concentré, plus résolu et je souriais plus souvent. Un après-midi, mon père est entré dans mon bureau, a posé 2 tasses de café sur la table et s'est assis en face. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu un moment pour parler comme ça, m'a-t-il dit. Je lui ai souri, je le pense aussi. Il m'a observé pendant un bon moment avec un regard débordant de tranquillité, tu me gardes rancune ? J'ai secoué la tête, pourquoi le ferais-je ? Parce qu'à ce moment-là, j'ai su que tu souffrirais, mais je t'ai laissé prendre tes propres décisions. J'ai saisi la tasse de café, si tu me l'avais interdit, je me serais sûrement marié quand même. Il y a des leçons que l'on apprend que lorsqu'on les vit en personne. Il a acquiescé, exact. Mais ce dont je suis le plus fier, ce n'est pas la façon dont tu diriges l'entreprise, mais le fait qu'après tout ce que tu as traversé, tu conserves toujours ta bonté.
Je n'ai pas répondu. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Si j'avais voulu me venger, les opportunités ne manquaient pas, mais mon intention n'a jamais été de mettre quiconque au pied du mur. J'ai simplement laissé la loi et leurs propres actions suivre leur cours. À cette époque, j'ai eu des nouvelles de la famille de mon ex-mari par des connaissances. Après avoir perdu la maison, ils sont allés vivre en location dans un petit appartement en banlieue de Paris. Madame Dubois, destituée de son poste, a dû indemniser l'entreprise selon la réglementation après l'audit, perdant les économies de toute sa vie. Louis a démissionné de son entreprise, non pas parce qu'il a été licencié, mais parce qu'il ne supportait pas les commérages de ses collègues. Il y avait ceux qui le jugeaient, ceux qui le plaignaient et ceux qui commentaient qu'il avait laissé échapper la femme qui, dans l'ombre, avait toujours été son plus grand soutien. Un jour, ma secrétaire a frappé à la porte, Madame Élodie. Quelqu'un souhaite vous voir. J'ai levé les yeux, qui est-ce? Votre ex-mari, a-t-elle répondu. J'ai gardé le silence quelques secondes et j'ai acquiescé, faites-le entrer. La porte s'est ouverte et Louis est entré. Son aspect était très différent d'avant. Adieu les costumes chers et l'attitude de celui qui croit toujours avoir raison. Il portait une chemise simple et il paraissait beaucoup plus maigre. Il s'est arrêté devant ma table sans s'asseoir et a dit dans un murmure, « Je suis désolé de vous déranger. » Je lui ai indiqué une chaise, « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui vous amène ici. » Il a regardé autour de lui. C'était la première fois qu'il voyait mon lieu de travail. Un bureau immense, impeccable et purement corporatif. Il a souri avec tristesse, « Alors, c'est le monde dans lequel vous viviez et que je n'ai jamais pris la peine de connaître. » Je n'ai pas répondu. Il a sorti une petite boîte de sa poche et l'a posée sur la table, ce sont les alliances. Je crois qu'il est juste que je vous les rende. J'ai regardé la boîte et les poussé doucement vers lui, gardez-les. C'est un souvenir de nous deux. Il n'y a rien à rendre. Il a baissé le regard et après un moment, il a avoué, ma mère m'a demandé de vous transmettre ses excuses si je parvenais à vous voir. Elle sait qu'elle s'est trompée. J'ai acquiescé, elle m'a déjà demandé pardon le jour du chalet. C'est suffisant. Il m'a regardé dans les yeux, vous ne me gardez vraiment pas rancune? J'ai souri, garder rancune, c'est chérir les erreurs des autres dans son propre cœur et je refuse de porter ce poids. Pardonner ne signifie pas revenir, cela signifie que je ne permettrai pas au passé de conditionner mon présent. Il est resté pensif, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Il s'est levé et a dit, merci. Au moins aujourd'hui, je sais pourquoi je vous ai perdu. Quand il est parti, je suis resté appuyé à la fenêtre, contemplant le va-et-vient incessant des voitures dans la rue. Cette rencontre ne m'a pas bouleversé, ni rouvert d'anciennes blessures. C'était comme lire la dernière ligne d'un livre et refermer le couvercle définitivement. Cette nuit-là, j'ai dîné à la maison avec mes parents. Ma mère m'a mis une portion de pot-au-feu dans l'assiette et a souri, dernièrement, je te trouve beaucoup mieux, ma fille. J'ai éclaté de rire, je suppose que j'ai appris à ralentir. Elle m'a serré la main avec tendresse, ma fille, dans la vie, nous trébuchons tous. L'important étant qui tu deviens après chaque chute. Je lui ai rendu le serrage de main, Lucie. Maman. Dehors, la brise balançait les fleurs du jardin. Je me suis rendu compte que le bonheur n'est pas de tout avoir, mais de savoir se détacher des choses à temps pour conserver la paix intérieure. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pu sourire en pensant au passé sans que mon âme ne se serre. 6 mois après l'officialisation du divorce, ma vie continuait de s'écouler avec une normalité absolue. Le groupe d'investissement a clôturé plusieurs projets importants et j'enchaînais un voyage d'affaires après l'autre. Je n'avais presque pas le temps de penser au passé. Chaque matin, je me levais avec une immense sensation de légèreté. Je n'avais plus à me soucier de qui me réprimanderait, de qui m'insulterait, ni d'essayer de plaire à des personnes qui ne m'avaient jamais considéré comme un membre de la famille. Je me souvenais toujours des paroles de mon père, ne laisse pas le succès te rendre arrogante, ni les blessures te rendre cruelle. C'est précisément pourquoi, une fois tout cela surmonté, je n'ai plus jamais mentionné le sujet en entreprise, ni n'ai exigé de quiconque de traiter différemment la famille de mon ex-mari. Ce qui leur est arrivé était la conséquence naturelle de leur propre choix. Un matin de week-end, je me suis rendu avec mes parents à l'inauguration d'un centre de formation professionnelle parrainé par notre holding. C'était un projet auquel j'avais consacré beaucoup d'enthousiasme car je souhaitais offrir une opportunité d'apprendre un métier et de refaire leur vie à des personnes en difficulté.
La cérémonie fut discrète. Après avoir prononcé mon discours, je suis descendu dans la zone d'exposition. C'est alors que j'ai vu une silhouette familière. C'était Louis, vêtu de l'uniforme de l'entreprise de construction et avec son casque de sécurité sous le bras. Il m'a aussi vu. Nous étions à quelques mètres de distance, mais il n'y avait plus cette tension étouffante de la maison de Saint-Germain-en-Laye dans l'air. Il ne restait que le calme de deux personnes qui à un moment donné avaient partagé un bout du même chemin. C'est lui qui s'est approché, « Bonjour ». J'ai acquiescé, « Bonjour ». Il a souri légèrement, il s'est passé du temps. « Vous allez bien ?» J'ai répondu, « Je vais bien. » « Et vous ?» Il a regardé ses mains calleuses et bronzées par le soleil, « Je vais bien aussi. Maintenant, je travaille comme chef de chantier. Le travail est plus dur qu'avant, mais je sens que j'apprends beaucoup. » J'ai souri, « Je suis contente. » Il m'a observé pendant quelques secondes avant de continuer, « Avant, je croyais que la valeur d'une personne résidait dans son poste professionnel. Et quand j'ai tout perdu, je me suis rendu compte que le plus important est la façon dont on traite ceux qui sont à ses côtés. » Je n'ai rien dit. Il a poursuivi, « Ma mère et moi sommes retournés dans le village de ma grand-mère. Elle a ouvert une petite boutique. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Elle demande toujours de vos nouvelles. Elle dit toujours que si elle en avait l'occasion, elle aimerait vous demander pardon en personne une autre fois. » J'ai répondu avec douceur, « Tout cela est passé. Ce qui compte, c'est qu'elle trouve la paix. » Il a acquiescé, « Je sais que vous ne me pardonnerez pas, mais je veux que vous sachiez qu'elle a vraiment changé. » Juste à ce moment-là, une voix familière a retenti derrière moi, « Ma fille. » Je me suis retourné. Mon père était à quelques pas et à ses côtés ma mère. Tous deux me souriaient. Louis a fait une légère inclinaison en signe de salut. Mon père a répondu au geste avec politesse, sans montrer le moindre signe de déplaisir. Après avoir échangé quelques brefs mots de courtoisie, Louis a pris congé pour continuer. Avant de partir, il s'est tourné vers moi, « Merci. Non pas pour ce que vous avez fait pour moi, mais parce que vous m'avez donné la leçon la plus précieuse de ma vie. » Je me suis contenté d'acquiescer, « Je vous souhaite le meilleur. » Il a souri et s'est éloigné. Je l'ai vu partir et en moi, il ne restait ni une once de nostalgie ni de rancune. Nous commettons tous des erreurs. Il y a ceux qui apprennent pour changer et ceux qui restent piégés dans le passé. Heureusement, nous avions choisi d'aller de l'avant. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, ma mère m'a pris la main, « Regrettes-tu ce mariage ?» J'ai tourné la tête vers la fenêtre, voyant les arbres de l'autoroute défiler. J'ai réfléchi longuement à ma réponse. Dire que je ne regrette rien serait mentir, mais si je n'avais pas traversé tout cela, je n'aurais peut-être pas connu la vraie valeur du respect mutuel et je n'aurais pas non plus découvert que je suis beaucoup plus forte que je ne le croyais. Mon père a esquissé un sourire, « C'est là le cœur du problème. Il ne s'agit pas de ce que tu as perdu, mais de ce que tu as appris. » Cette nuit-là, je suis rentré chez mes parents. Nous avons dîné simplement, comme nous le faisions depuis des années. Les rires résonnaient dans la cuisine. J'ai ressenti une plénitude et une paix que je n'avais pas connues depuis longtemps. Après le dîner, je suis allé me promener dans le petit potager derrière la maison. Les fleurs du porche brillaient de tout leur éclat. Soudain, je me suis souvenu de la jeune fille que j'étais il y a 8 ans, celle qui était convaincue que les sacrifices démesurés étaient la monnaie d'échange pour obtenir le bonheur. Si aujourd'hui je la croisais, je ne lui dirais qu'une chose, ne perds pas ton essence en essayant que quelqu'un d'autre t'aime, car le véritable amour ne te demandera jamais de renoncer à ta dignité. J'ai levé les yeux vers la voûte céleste. Une brise nocturne a soufflé, emportant les vieux souvenirs et déployant la carte d'une nouvelle destinée, esquissant un sourire. J'ai marché vers la maison illuminée, le refuge où seraient toujours ceux qui m'aimaient sans condition. Cette fois, j'avais la certitude absolue que je forgerais mon avenir avec authenticité, estime de soi et décision sage. Le passé resterait une leçon indélébile, mais la vie réserve toujours à ceux qui ont le courage de se relever l'opportunité de recommencer avec plus de paix, plus de force et en étant dignes de ce bonheur pour lequel ils se sont embattus. 1 an plus tard, par une claire matinée d'automne, les rayons du soleil doraient l'esplanade principale du siège corporatif. Je venais de terminer la réunion avec le conseil d'administration et je m'apprêtais à lire des rapports lorsque ma secrétaire a fait irruption dans le bureau, « Madame Elodie, quelqu'un souhaite vous voir ?» J'ai levé les yeux de mes papiers, « De qui s'agit-il ?» Elle m'a souri, « C'est une dame. Elle dit qu'elle ne vous prendra pas plus de 5 minutes.
J'ai acquiescé et lui ai demandé de la faire entrer. Au bout de quelques secondes, la double porte s'est ouverte. La personne qui a franchi le seuil était mon ex-belle-mère, ou plutôt, celle qui fut un jour ma belle-mère. Si je l'avais vue il y a un an, je l'aurais difficilement reconnue. Elle était vêtue de vêtements très simples, les cheveux striés de nombreuses mèches grises et un visage complètement dépourvu de cette morgue blessante qui la caractérisait. Elle est restée plantée près de l'entrée, jouant nerveusement avec ses doigts. Il y avait très longtemps que je ne l'avais pas entendue. « Comment allez-vous, ma fille ?» Je me suis levé et lui ai offert un siège. Elle a acquiescé légèrement, « Merci, ma fille. » Le silence s'est emparé de la pièce, mais cette fois, il était différent, sans querelle ni tension, seulement la quiétude de deux personnes qui autrefois partageaient un toit et qui maintenant empruntaient des chemins opposés. J'ai versé de l'eau chaude et lui ai préparé une infusion. Elle est restée émerveillée à regarder le liquide fumant. « Avant, vous me faisiez l'infusion comme ça et je ne vous ai jamais remercié, a-t-elle murmuré. J'ai souri. Avant, je n'étais pas aussi doué pour la préparer non plus. Elle a lentement secoué la tête, ce n'est pas moi qui n'ai jamais voulu y goûter. Ses yeux sont devenus rouges en prononçant ces mots. L'année dernière, chaque matin en levant le rideau de ma petite boutique, je pensais à vous. Je pensais à ces petits déjeuners que vous prépariez à l'aube ou au matin depuis où vous alliez faire les courses malgré le mauvais temps. À l'époque, je tenais pour acquis que c'était vos obligations de belle-fille. Aujourd'hui, je comprends que personne n'a le devoir inconditionnel de se sacrifier pour les autres. Je l'ai laissé parler sans l'interrompre. Elle a sorti de son sac un petit coffret en bois qui contenait une paire de boucles d'oreilles anciennes en nacre. C'est un héritage de ma grand-mère maternelle, m'a-t-elle expliqué. J'ai toujours eu l'illusion de les donner à la belle-fille de la famille. Aujourd'hui, je veux que vous les gardiez. J'ai fermé délicatement l'écrin et le lui ai rendu en le poussant sur la table. Je vous remercie pour le geste, mais je ne peux pas l'accepter. Elle a sursauté légèrement, pourquoi pas? J'ai esquissé un sourire, non pas parce que je suis toujours fâché, mais parce que ces bijoux de famille doivent rester avec ceux de votre propre lignée. Ainsi, ils ont beaucoup plus de valeur émotionnelle. Elle a baissé la tête et une larme a coulé sur le revers de sa main. Je comprends. Vous êtes toujours aussi prudente et attentive qu'avant. C'est moi qui étais aveugle. À ce moment-là, son téléphone portable a commencé à sonner. C'était mon ex-mari. Elle a échangé quelques phrases avec lui avant de sourire. Il me demande si nous avons terminé. Il m'attend dans la voiture dehors. J'ai été surprise, il est venu aussi? Elle a acquiescé, il m'a dit que si vous ne vouliez pas le voir, il ne vous dérangerait pas. J'ai pesé la situation pendant quelques secondes et j'ai finalement dit, faites-le entrer, s'il vous plaît. Quelques minutes plus tard, il est entré dans le bureau. Il avait meilleure mine que la dernière fois, la peau bronzée par le soleil et le regard serein. Il a fait un léger mouvement de tête, bonjour. Je lui ai répondu, bonjour. Il a balayé la pièce du regard et a souri. Il fut un temps où je pensais que le succès se mesurait en grande maison, voiture chère et poste de pouvoir. Aujourd'hui, avoir un travail et pouvoir dîner chaque soir avec ma mère me suffit amplement. Je l'ai observé. Peut-être avait-il vraiment changé. Il a sorti une enveloppe de sa veste, c'est le dernier montant que je vous devais. C'est de l'argent que vous m'avez prêté il y a quelque temps pour investir. Je vous l'ai déjà remboursé intégralement. J'ai ouvert l'enveloppe. Outre les euros, j'ai trouvé une note manuscrite. Il m'a indiqué, si vous voulez bien, lisez-la plus tard. J'ai acquiescé, je vous remercie. Il s'est levé, nous partons déjà. Aujourd'hui, nous voulions juste venir vous remercier de ne pas avoir utilisé votre influence pour détruire nos vies. Pour les erreurs que nous avons commises, nous avons déjà purgé notre culpabilité nous-mêmes. Je les ai regardés tous les deux et j'ai répondu posément, tout le monde se trompe un jour. Le plus précieux est de savoir rectifier à temps. Une fois qu'ils furent partis, j'ai déplié le feuillet de l'enveloppe. La calligraphie était la même qu'il y a 8 ans, ferme et soignée. Il n'y avait que quelques lignes, merci de m'avoir vraiment aimé par le passé. Je suis désolé de ne m'en être rendu compte que trop tard. Je souhaite de tout cœur que vous ayez une vie remplie de joie. J'ai plié le papier et l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau. Non pas comme une relique d'une vieille romance, mais comme un rappel que pardonner n'efface pas magiquement le passé, mais nous permet de marcher avec une charge plus légère. Ce même après-midi, tandis que le soleil se couchait derrière les bâtiments de Paris, je me suis arrêté près des immenses baies vitrées pour observer le va-et-vient incessant des gens. La roue de la vie continue de tourner.
Il y a des gens qui viennent pour s'enraciner et d'autres qui apparaissent simplement pour nous donner une leçon. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante pour chaque expérience, car après la profonde douleur d'alors, j'ai appris à m'aimer. Et ce fut, sans aucun doute, le cadeau le plus précieux que le destin m'ait accordé.